Et on continue, mesdames et messieurs, dans l'œil d'Alger. Cette fois-ci, on accueille Monsieur Karim Belgassem, expert géopolitique. Bonsoir. Bonsoir Nourad, je salue mes confrères présents sur le plateau et tous vos téléspectateurs. Merci d'être avec nous ce soir. Alors Karim Belgassem, ce soir on va parler de la Gen Z qui fait de nouveau parler d'elle au Maroc. Depuis début février se tiennent donc les procès de jeunes Marocains poursuivis en justice pour leur participation supposée aux manifestations de l'automne 2025. Une véritable répression judiciaire. Selon vous, pourquoi est-ce que le Makhzen réagit avec une telle brutalité aujourd'hui ? Il y a beaucoup de raisons et d'explications plausibles, mais je dirais qu'une des raisons essentielles, c'est l'idée de masquer un petit peu, je dirais, le vernis. Quand on gratte sous le vernis, on constate souvent la réalité. Je fais évidemment référence à l'organisation de la CAN et à l'organisation de la prochaine du monde. Sous cette image de pays dynamique, on perçoit quand même une contestation sociale qui est très présente. Il y a une contestation qui monte de plus en plus, non seulement par rapport à la Gen Z 212. Je rappelle que les revendications portées sur le chômage des jeunes, la dégradation des services publics, des inégalités sociales et de la corruption, c'était un mouvement, manifestation les plus importantes depuis celle de 2011. Et justement, les protestataires dénonçaient les investissements massifs dans les infrastructures sportives, alors que les services publics, santé, éducation se dégradent. La répression a été violente et le contrat social marocain est fragilisé, notamment chez les jeunes urbains. Donc il y a une fracture sociale profonde et qui marque également un Maroc à demi-vitesse, c'est-à-dire une élite économique proche du pouvoir et une population confrontée à tous ces problèmes. Donc il y a un fossé croissant entre la jeunesse et les élites politiques et il y a un risque de radicalisation politique, bien entendu. Au-delà de tout ça, je fais référence à ce que disait Baptiste tout à l'heure, que je salue au passage, qui énonçait la souveraineté économique de l'Algérie et notre endettement quasiment inexistant. Ce n'est effectivement pas le cas au Maroc, puisque la dette du Maroc est équivalente à, je crois, à 78% du PIB, c'était en 2019, et à 91% actuellement. Il y a un recours massif à l'emprunt pour faire face aux crises sanitaires et économiques, et donc le service de la dette est énorme. Donc je pense aussi que le régime veut montrer sa force, veut dire que la situation est sous contrôle. Or, ce n'est pas le cas, et puis on aura l'occasion d'en parler également. Cela permet peut-être d'oublier les liens entre le Merzhen et puis l'État sioniste, le soutien qui a été apporté, qui ne ravit pas la population marocaine, qui est fortement opposée également à cette politique. Très bien, alors on sait, messieurs, que les peines prononcées ont été jugées exorbitantes, sans proportion avec les faits reprochés. Elles reposent sur des qualifications juridiques fragiles, parfois manifestement infondées. Badis Rnissa, ce soulèvement de la Gen Z 212 a été finalement une véritable gifle pour le Makhzen. Mais il faut revenir aussi à la genèse, c'est-à-dire le modus operandi de ce Merzhen. Il revient un peu aux logiques de criminaliser tout ce qui est revendication sociale, tout ce qui est revendication pertinente, mais surtout une obligation de sa part. Tout ce qui montre le vrai visage du Merzhen au grand jour, finalement. Tout à fait. Donc on a plusieurs exemples, effectivement. Karim l'a évoqué sur plusieurs dimensions, notamment que ce soit politiquement parlant, puisqu'il n'y a pas cette souveraineté de la décision politique. Ça aussi, il faut le rappeler, et ça c'est le fruit aussi de la normalisation excentrique de la part du Merzhen à l'encontre elle-même des revendications et même de l'opinion populaire de plus en plus contre justement cette normalisation de la honte qui aujourd'hui n'a fait qu'apporter que des méfaits et surtout je dirais des inconvénients et surtout mettre le Maroc au pilori, c'est-à-dire mettre le Maroc du mauvais côté de l'histoire, notamment que ce soit sur le génocide ou autre à Gaza. Mais vous savez, encore une fois, et c'est du propre aveu de certains médias, notamment pour ne pas citer que Le Monde et même Reuters, qui ont évoqué ou qui ont suivi cette judiciarisation de revendications sociales de la part du Merzhen, comme pour une fuite en avant, cette politique de l'autruche qui consiste à effectivement criminaliser ses propres sujets pour essayer d'asseoir
une mainmise sur, encore une fois, une population démunie, désœuvrée, qui manque de tout. Les dernières inondations l'ont démontré. L'ancien séisme, notamment, l'a démontré également, où à ce jour, les gens vivent encore dans des tentes. Donc, pour vous dire qu'effectivement, il y a une certaine dichotomie entre cette monarchie, oligarchie officielle qui se pavane notamment sur les deniers du peuple marocain, et vous avez un peuple marocain qui, encore une fois, manque de tout, et qui, moi j'avais entendu effectivement quelqu'un à Chefchaouen lors des inondations qui disait « nous sommes oubliés, sommes-nous marocains ou pas ?» C'est la question qui est symptomatique aujourd'hui de ce malaise, de ce problème, je dirais, à ancrage profond, notamment dans la société marocaine, qui consiste, encore une fois, à taper sur son propre peuple pour, encore une fois, avoir une certaine vitrine politique à l'étranger. Mais encore une fois, la réalité rattrape notamment les calculs étroits et les intérêts claniques de cette oligarchie, cette monarchie, qui, encore une fois, est isolée aujourd'hui face d'abord à son propre peuple. Depuis septembre dernier, 2025, début de la manifestation, Nouhed, donc de la Gen Z qu'on voit à l'image, les jeunes Marocains qui sont en colère, qui réclament donc des droits et plus de services dans le domaine de la santé et de l'éducation. Et Badis a expliqué la situation sociale et le malaise social. Il faut juste noter que depuis donc cette date, il y a eu 5700 arrestations parmi cette jeunesse, et 2100 personnes sont en détention actuellement, et beaucoup d'avocats, beaucoup d'organisations internationales des droits humains dénoncent ce recours, donc vous l'avez dit, Nouhed, donc à des peines très lourdes, parfois ça va jusqu'à 15 ans de prison, rien que parce que des jeunes sont sortis manifester pacifiquement, réclamer des droits sociaux, et la réponse a été une réponse sécuritaire, répressive. La police, vous l'avez vu, rappelez-vous cette image où les policiers donc, ont pensé avec un véhicule vers des civils désarmés, et donc c'est un peu cette réponse donnée par le royaume à des revendications qui sont actuellement sociales et qui peuvent devenir politiques. Karim Belgassem, je reviens vers vous. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que les promesses de la Constitution de 2011 n'ont pas été tenues ? Clairement, il est bien évident que les promesses n'ont pas été tenues, puisqu'on a observé depuis 2011 la dégradation de la situation sociale au Maroc. Le Maroc a davantage voulu briller, je dirais, sur la scène diplomatique internationale. On ne va pas reparler des accords d'Abraham, enfin si, on va en parler un petit peu, dont on se demande bien en quoi le Maroc a bénéficié de ces accords d'Abraham. Donc non, c'est indéniable que cette réforme n'a provoqué aucun changement. On voit même une dégradation progressive par rapport, par exemple, aussi les épisodes de sécheresse et d'inondation et les conséquences du tremblement de terre de 2023 montrent clairement qu'il y a des défaillances à la fois dans l'organisation et dans la gestion du Merzen sur cette situation. Et on ne peut s'empêcher évidemment de dire mais combien de millions ont été dépensés pour créer, je dirais, des fake news, des fausses vidéos concernant notre pays, l'Algérie, alors que le Maroc, j'ai évoqué son endettement, le Maroc est dans une situation économique quand même très critique. Donc le constat est indéniable, c'est un échec cinglant pour le Merzen, et je pense qu'il va être grand temps que ce pays se concentre sur ses problèmes internes, puisque les réformes constitutionnelles n'ont pas provoqué de changements majeurs. Les images que vous diffusez actuellement le montrent clairement. Merci Karim Belgassem. Donc voilà, le message est clair, le Maroc devrait plus s'occuper de tenir les promesses de sa constitution de 2011 plutôt que de s'occuper de l'Algérie. Il y a également cet autre événement qu'on doit retenir et qui a fait couler beaucoup d'encre chez nos voisins, c'est cet hommage à des supplétifs de l'armée française. Alors à des goumiers qui étaient dans les rangs de l'armée coloniale en 1933 lors d'une bataille contre une tribu de la région de Bougafer, donc Al-Nif Bougafer. Et il se trouve que le ministère des anciens combattants français a érigé une stèle, un carré dédié justement à ces goumiers à l'intérieur d'un cimetière de cette région. Donc en plus de subir donc, la misère, la malvie, donc en plus c'est l'atteinte à la dignité justement du peuple marocain qui est imposé par le Merzen, et donc là, dans ce cas précis, avec l'État français. Donc on leur a imposé
un carré dédié à des Goumiers qui ont combattu les tribus de la région. Karim Belkacem, cet hommage finalement ravive les blessures de cette colonisation. Bien entendu, ça ne va pas évidemment arranger les choses hein, de toute manière. Vous avez votre invité de tout à l'heure où on évoquait cette anti-Algérie primaire. Il y a des examens de conscience qu'il faudra bien effectuer à un moment ou à un autre, puisque sans cela, on ne va jamais réussir à tourner la page. Ce qui peut être déplorable, effectivement, c'est que cette histoire de la colonisation, cette histoire postcoloniale n'a toujours pas été réglée. Et il y a un moment ou un autre, il va falloir mettre les choses sur la table. Et effectivement, surtout vis-à-vis entre la France et l'Algérie, de planifier les choses et d'aplanir la situation pour apporter un peu plus de sérénité. Justement, Karim Belkacem, il y a également cette autre actualité sur laquelle j'aimerais vous faire réagir. Elle concerne l'écrivain et historien Marti Mounjib, qui est donc détenu dans les geôles marocaines. Vous le savez, il est franco-marocain, mais pour lui, personne ne se bouge le petit doigt, alors que lorsqu'il s'agissait de Boualem Sansal, il y avait toute une politique, toute une... comment on va dire les choses ? Toute une campagne, voilà, merci Faisal, toute une campagne pour sa libération. Bien entendu, c'est un classique du deux poids, deux mesures, et je pense que cet écrivain marocain n'est pas le seul. On a mis en exergue l'affaire Boualem Sansal, c'est évidemment pas un hasard, puisqu'il y a quelque part, il a servi, alors je pèse mes mots, d'idiot utile, pour justement, je dirais, décrédibiliser l'Algérie, le gouvernement algérien. Certains dirigeants, certaines personnes se sont servis de Boualem Sansal à des fins politiques. Donc, bien entendu, et je l'ai vu à travers certains témoignages lorsque je parlais du cas de Boualem Sansal, certaines personnes en France ne comprenaient pas pourquoi, oui, l'Algérie s'acharne sur Boualem Sansal. Non, ce n'est pas l'Algérie qui s'est acharnée sur Boualem Sansal. Il y a des règles qui n'ont pas été respectées, il y a des suspicions qui sont avérées exactes, et on parle au nom de la liberté d'expression, de la démocratie, mais effectivement nous avons plein d'autres exemples comme cet écrivain marocain et plein d'autres qui sont détenus et dont on ne parle quasiment jamais. Donc s'il y a effectivement un certain biais que l'on constate dans ces situations-là, mais bon, je pense que les gens ne sont pas dupes. Il y a du deux poids, deux mesures, comme il existe dans tous les sujets, comme le sujet sur l'Iran que vous aviez évoqué tout à l'heure. Merci Karim Belkacem d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Et on va clôturer Merci beaucoup, au revoir. Et on va clôturer peut-être Faisal Matawi avec une petite réaction de votre part. Badis tout à l'heure évoquait le fait de criminaliser, le fait que le Maroc criminalise ses propres sujets. Il ne faut pas oublier également que le Maroc a criminalisé de simples supporters étrangers. On se souvient notamment de ces supporters sénégalais lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, qui sont toujours dans des geôles marocaines, qui sont, j'allais dire, qui subissent les foudres de ce qui est appelé la justice marocaine. C'est une manière de se prendre sa revanche. Parce qu'il faut noter que le Maroc a perdu la Coupe d'Afrique et tout le monde l'a vu, a vu ce match, comment il a perdu, comment on a tenté on a largement évoqué dans cette émission les combines de l'arbitrage, etc. et les pressions faites sur la CAF pour que le Maroc gagne la Coupe d'Afrique, il n'a pas gagné. Et donc maintenant, on se rabat sur les supporters, les pauvres supporters qui n'ont rien fait. Peut-être qu'il y a eu ils ont exprimé leur joie après le match et ils sont jugés, ils sont oubliés. Parce que personne au Maroc, y compris les organisations des droits de l'homme, la presse, ne parle de cas de ces 18 supporters sénégalais qui sont dans les geôles marocains à l'heure actuelle et qui subissent l'arbitraire. J'apporte rapidement un verbatim parce que qui ont exprimé leur joie, mais surtout aussi qui ont été provoqués et piégés par le Marzen, civil. Ça, c'est très important de le dire. Donc quelque part aujourd'hui, ils sont en train de subir les affres d'un piège, d'un guet-apens notamment du Marzen, clairement. Il faut dire les choses clairement. Et du propre aveu d'ailleurs, vous rappelez-vous de cette source de l'AFP. Non, c'est une action, un acte odieux qui abîme l'image, puisqu'elle l'est déjà, notamment du Marzen, vis-à-vis de l'Afrique et de sa perception, notamment de l'Afrique. Moi, je reprends un peu les quelques médias sénégalais qui voient en cela une vengeance destinée à apaiser une opinion marocaine frustrée encore par la défaite en finale, c'est-à-dire comme quoi que le sport et la criminalisation finalement au Maroc n'en font qu'un.
et quand il s'agit d'intérêt, bien évidemment. Et puis surtout aussi une profonde consternation, c'est le ressentiment de la Fédération sénégalaise de football qui trouve ces jugements disproportionnés, puisqu'on parle de 3 à 18 mois de personnes, encore une fois, qui ont été piégées, ils ont juste on a exprimé la joie et le succès de leur équipe dans un pays vraisemblablement qui n'est pas prêt à accueillir des Africains. Exactement, merci. Badis Nissa, voilà donc, mesdames et messieurs, c'était tout pour l'œil d'Alger. Tout de suite, une page de pub et on revient.